Igor Stravinsky, c'est donc un compositeur. Il est né en Russie en 1882 et il est mort aux États-Unis en 1971. Il avait 88 ans. Alors, avant de composer le Sacre du Printemps, déjà, il a composé d'autres œuvres qui l'ont rendu célèbre. Par exemple, en 1910, il compose un ballet, L'Oiseau de Feu, et en 1911, Petrouchka. Et c'est grâce à ces deux œuvres qu'il devient mondialement connu et qu'on fait appel à lui pour créer une œuvre qui sera donnée à Paris en 1913, donc le Sacre du Printemps. On le voit ici en photo avec Václav Nijinsky. Alors Nijinsky, lui, c'est un chorégraphe. Il va s'occuper de tout ce qui concerne la danse. Donc en travaillant ensemble, ils vont pouvoir donner naissance à un ballet. Une anecdote curieuse pour Stravinsky, c'est que donc c'est un compositeur qui est russe, et en 1934, il est naturalisé français. Il aura passé avant beaucoup d'années en France, il a vécu dans plusieurs villes françaises, et donc en 1934, il devient officiellement français. Mais ce n'est pas tout. En 1945, il part aux États-Unis et il est à nouveau naturalisé américain. Donc dans sa vie, il aura eu 3 nationalités, ce qui est quand même assez peu courant, on va dire. Donc russe, français, puis américain. Alors en 1913, eh bien, à Paris est construite une salle de spectacle, une salle magnifique qui s'appelle le Théâtre des Champs-Élysées. Une salle qui contient à peu près presque 2000 places, et puis donc située sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Les directeurs décident pour l'inaugurer de faire appel aux meilleurs pour qu'ils inventent, qu'ils créent une œuvre pour la première fois dans ce théâtre, afin de l'inaugurer donc de la plus belle des façons. Ça tombe bien, à l'époque, la musique russe est extrêmement à la mode. Et puis Stravinsky, on sait qu'il a eu beaucoup de succès en 1910 et en 1911 avec ses 2 premiers ballets, L'Oiseau de Feu et Petrouchka. Donc, on lui demande, ainsi qu'à Nijinsky, de composer une œuvre qui soit vraiment à la hauteur de cette magnifique nouvelle salle. Et ça tombe bien, puisque Stravinsky, en 1910, a commencé à composer donc, le Sacre du Printemps, et en 1913, cette œuvre est prête. Et donc, elle va pouvoir être donnée donc à Paris, dans ce lieu magnifique. Les directeurs se disent, c'est très bien, un ballet pour inaugurer cette salle, et ils s'attendent à ce que les gens qui vont venir surtout en masse, puissent voir un ballet du style du Lac des Cygnes. Le Lac des Cygnes, c'est la référence du ballet. Donc ils espèrent que cette musique va être comme le Lac des Cygnes, c'est-à-dire une belle musique, une belle chorégraphie, quelque chose d'agréable à voir, une belle histoire. On va voir dans les extraits qui viennent que ce n'est pas le cas. Stravinsky a décidé de faire une œuvre différente, bien différente du Lac des Cygnes. Il ne va pas créer une belle histoire, il ne va pas créer une belle musique, il va avoir une autre intention qui est de révolutionner le monde de la musique. En fait, il en a un petit peu marre quelque part d'associer le ballet à quelque chose de forcément joli, de forcément agréable, de forcément gracieux. Et il va transformer beaucoup de choses. Alors, quelles conséquences ça va avoir? Eh bien, c'est tout simplement que les personnes qui vont venir voir le spectacle eh bien, vont être choquées, vont être extrêmement surprises. Et dans la salle, eh bien, il va y avoir des gens qui vont hurler, qui vont siffler, qui vont partir. Et c'est un vrai scandale qui se déroule le 29 mai 1913 dans cette salle du Théâtre des Champs-Élysées. On va voir dans une vidéo qui suit là un extrait d'un film, un film qui raconte l'histoire de Stravinsky et d'une femme avec qui il a vécu qui s'appelle Coco Chanel, une grande spécialiste de la mode à l'époque. Et dans ce début de film, pendant quelques minutes, on va voir comment s'est passée la première du Sacre du Printemps. Ceux qui ont fait le film ont tenté d'être le plus précis possible et le plus fidèle à ce qui s'est passé. Vous allez voir qu'on y voit donc le spectacle qui est donné sur scène, les danseurs, on y voit aussi l'orchestre, le chef d'orchestre, et puis on y voit beaucoup le public qui au départ est un peu médusé, et qui va commencer à réagir. Et on va voir à quel point cela va être un scandale, un tollé, jusqu'à ce que même la police soit appelée pour venir à la rescousse. Voici donc le début de ce film, qui dure quelques minutes, qui montre bien comment s'est passée la première du Sacre du Printemps, donc le 29 mai 1913.
pas. Taisez-vous, les garces du 16e! Laissez-les achever le spectacle! La lumière! La lumière! Allumez! On le fait! On le fait! Gendarmerie, là! Donc on voit bien dans cet extrait de film à quel point c'était compliqué cette première, à quel point Stravinsky était très touché du fait que cette œuvre soit mal reçue. Par bonheur, un an après, en 1914, lorsque cette œuvre est donnée à nouveau en Angleterre, cette fois-ci, eh bien là, les gens comprennent ce qu'a voulu faire Stravinsky. On va en parler après. En tout cas, cette œuvre, à partir de 1914, est devenue comme une œuvre majeure du début du XXe siècle, un tournant dans l'histoire de la musique, parce que Stravinsky va révolutionner le monde de la musique et les gens vont quand même finir par s'en rendre compte. Alors, tout d'abord, les points communs entre le Lac des Cygnes et le Sacre du Printemps. Une chose qui est évidente, c'est que dans les deux cas, ce sont des musiques russes composées par des compositeurs russes, que ce soit Tchaïkovski ou Stravinsky. Donc tous les deux sont russes, c'est un point commun qui est évident et qui a son importance. Deuxième point commun, le Sacre du Printemps comme le Lac des Cygnes sont des ballets. Je rappelle qu'un ballet, c'est constitué de musique, de danse, de mime. Il y a des costumes et des décors. Il n'y a pas de voix, évidemment. S'il y avait des voix, ce serait de l'opéra. Donc, le Sacre du Printemps et le Lac des Cygnes sont des ballets. C'est le deuxième point commun. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Il n'y a pas beaucoup d'autres points communs. Il n'y a pas vraiment d'autres points communs entre ces deux œuvres. Il y a surtout des différences, comme on va le voir par la suite. Maintenant, voyons les différences. Alors là, il y en a de nombreuses. Je vous conseille fortement de faire un tableau, comme c'est le cas sur la vidéo que vous voyez, avec une colonne pour le Lac des Cygnes et une autre pour le Sacre du Printemps. Dans ce tableau, on ne voit que comme différence que l'époque et la durée de l'œuvre, mais il y a beaucoup d'autres différences. Donc laissez la place vers le bas pour que ce tableau prenne toute la place qu'il lui faudra, afin que toutes les différences soient notées. Alors, première différence, donc, l'époque. Le Lac des Cygnes, on l'a vu, a été donné pour la première fois en 1877. Donc on est dans la deuxième partie de l'époque romantique, qui correspond au XIXe siècle. Le Sacre du Printemps, c'est 1913, donc on est au début de l'époque moderne, donc au début du XXe siècle. Entre ces deux œuvres, il y a à peu près 40 années. Donc 40 années, ça paraît beaucoup si on se base à la vie humaine, mais dans l'histoire, 40 ans, c'est rien.
C'est très très peu. Et pourtant, ça suffit pour que deux ballets soient aussi différents que ce qu'il y a entre le Sacre du Printemps et le Lac des Cygnes. Vous voyez une deuxième différence, c'est la durée de l'œuvre. Le Lac des Cygnes, c'est un ballet qui dure à peu près 2h30. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, les œuvres comme les ballets ou les opéras durent 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire même plus. C'est tout à fait normal. Là, Stravinsky, dans le Sacre du Printemps, en a marre de ces œuvres interminables, donc il décide de faire une œuvre beaucoup plus courte, et donc le Sacre du Printemps, en tout, dure à peu près une demi-heure. Donc on passe de 2h30 pour le Lac des Cygnes à 30 minutes pour le Sacre du Printemps, ce qui est quand même une vraie différence. Alors, troisième différence, eh bien, il s'agit de l'histoire, de l'argument. On a vu que dans le Lac des Cygnes, il y a une histoire avec un début, un milieu, une fin, il y a des rebondissements, il y a des personnages, une histoire habituelle. Eh bien, dans le Sacre du Printemps, Stravinsky ne raconte pas vraiment d'histoire. Il décrit. Il décrit dans la première partie le printemps qui arrive en Russie. Alors, il faut voir qu'en Russie, le printemps, ce n'est pas une période de grande douceur. L'hiver a été très froid, toujours en Russie, il y a beaucoup de gel, et quand le soleil arrive au printemps et qu'il y a du dégel, c'est très violent, beaucoup de choses se cassent, et Stravinsky a toujours été très touché dans son pays de voir à quel point en quelques jours, eh bien, la nature reprend vie, et que ça se fait avec une certaine violence. Dans la deuxième partie du Sacre du Printemps, il y a une description d'un rituel, un rituel où il y a un sacrifice d'une femme pour les dieux, afin que la saison soit bonne. Donc là encore, il y a beaucoup de violence, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais la description de quelque chose. Donc c'est une vraie différence avec le Lac des Cygnes. Autre différence importante, eh bien, ce sont les costumes. Ici, sur la vidéo, on voit à gauche des costumes type Lac des Cygnes, et à droite, plutôt type Sacre du Printemps. Alors, les costumes habituels des danseurs sont des costumes qui sont très proches du corps, souvent des collants. Et il y a aussi des tutus pour les femmes. En tout cas, on montre les muscles des danseurs, on montre le corps des danseurs et des danseuses. C'est ça qui est important au XIXe siècle, parce que pour être danseur étoile ou danseuse étoile, c'est un gros travail, et on doit voir la perfection des corps des danseurs. Eh bien, on voit que à droite, dans le Sacre du Printemps, les costumes ne sont pas les mêmes. Les costumes sont extrêmement amples. On distingue mal dessous s'il s'agit même parfois d'un homme ou d'une femme. Certains disent même que ça ressemble à des sacs à patates, comme si on mettait des sacs à patates à la place d'avoir des costumes. Les gens ont été extrêmement choqués visuellement de voir en 1913 dans le Sacre du Printemps ces costumes qui ne ressemblaient pour eux à rien, en tout cas certainement pas aux costumes habituels des danseurs de ballet ou d'opéra. Autre différence, les mouvements, les gestes. Habituellement, les danseurs classiques, les danseuses classiques ont des gestes souples, amples, élégants. On y voit de la classe quelque part, quelque chose qui est extrêmement fluide à voir, tellement beau à voir. Eh bien, dans le Sacre du Printemps, c'est complètement l'inverse. Les gestes sont saccadés, sont brutaux. On a l'impression parfois même que c'est un peu du n'importe quoi, alors que c'est pas le cas. Tout est travaillé, bien sûr, mais la volonté de Stravinsky, c'est pas de donner l'impression que tout est beau, tout est fluide. C'est un peu normal d'ailleurs, puisqu'il décrit à la fois la violence du printemps et le sacrifice. Donc quelque part, il est difficile quand même de se dire que c'est avec une belle chorégraphie jolie qu'on peut décrire des choses aussi violentes. Donc vraiment, il y a une vraie différence aussi dans le geste, dans la façon de danser. Autre différence en lien avec ce qui a été dit avant, ce sont les couleurs. Dans le Lac des Cygnes, les couleurs sont sobres. Il y a du noir, du bleu et puis du blanc, c'est-à-dire des grands contrastes et des couleurs qui vont bien ensemble. Dans le Sacre du Printemps, on voit qu'il y a un petit peu de tout. Le vert avec l'orange, qui sont des couleurs qui ne vont pas bien ensemble. Il y a du rouge, il y a un petit peu de tout en fait. On a une espèce de quelque chose qui ne ressemble pas, en tout cas, à la classe habituelle, à ce qui est symbole de l'élégance du XIXe siècle. Et puis, différence très importante, c'est la musique. Alors, au XIXe siècle, et même au début du XXe, chez d'autres compositeurs, on cherche à faire des musiques qui soient vraiment jolies à entendre, avec des belles mélodies, avec des belles harmonies. Les instruments ont chacun leur rôle précis, et tout est fait pour être beau.
Et bien là, dans le Sacre du Printemps, c'est très différent. Déjà, on donne beaucoup d'importance au cuivre et aux percussions, alors que dans le ballet habituel, l'importance était plutôt donnée aux cordes frottées, par exemple, au violon. Donc les rôles des instruments sont un peu changés. Et puis, il y a beaucoup de différences dans le sens où ce qui est le plus important dans le Sacre du Printemps, c'est le rythme. Au XIXe siècle, le plus important, c'est la mélodie. Et bien là, Stravinsky change radicalement d'optique, puisque c'est le rythme qui va guider toute l'œuvre. Et c'est pour ça que cette œuvre, d'ailleurs, est aussi violente. Là, sur la partition de gauche, on ne voit pas grand-chose. On voit que c'est une partition qui est un petit peu originale. À droite, on parle des accents. Par exemple, dans une musique normale, on va diviser les notes souvent par 4, avec en accent la première. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le 1 est accentué. Eh bien, chez Stravinsky, ce n'est pas forcément la première des 4 qui est accentuée. Si on regarde ce qui est marqué là dans accent Stravinsky, eh bien, on voit qu'au début, c'est le 1 qui est accentué. Mais ensuite, ce sont les notes numéro 6 et 8 qui sont accentuées. Si vous comptez les notes, eh bien, vous voyez que les flèches sont sous la note 6 et 8. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Enfin, en tout cas, les accents sont décalés, ils ne sont pas réguliers. Et ça va beaucoup aussi perturber les spectateurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Cela donne un caractère vraiment beaucoup plus difficile à imaginer de la part des spectateurs et un caractère violent et agressif. Toujours par rapport à la musique, eh bien Stravinsky va changer aussi certaines choses par rapport aux cellules mélodiques. Avant, vous avez des grandes mélodies qui sont très belles, qui sont assez longues. Eh bien, chez Stravinsky, il y a beaucoup de petites cellules qui sont répétées, toujours les mêmes, en boucle. Donc l'effet n'est pas du tout le même. Et puis, encore une fois, les nuances sont importantes. Stravinsky passe de nuances très douces à très fortes d'un seul coup. Là où souvent, auparavant, on a des crescendo, des décrescendo, où les nuances augmentent ou baissent progressivement. Stravinsky, lui, il utilise des ruptures. On a un passage vraiment très doux et tout d'un coup, c'est très fort, sans prévenir. Et ça aussi, ça va être à la fois nouveau, en tout cas, c'est le côté systématique qui est nouveau, et ça va perturber beaucoup les gens. Alors, si on résume finalement, qu'est-ce qui est la plus grande différence entre les œuvres du 19e et du 20e ? Eh bien, finalement, c'est l'optique. Au 19e siècle, on cherche vraiment à faire des œuvres jolies, que ce soit visuellement, mais aussi du point de vue de la musique. Une belle histoire racontée avec de la belle musique, des beaux décors, de la belle danse. Et au début du 20e, par contre, c'est un peu l'inverse. Nijinsky change complètement les costumes, la chorégraphie, et puis Stravinsky change vraiment la musique. Et l'optique n'est plus que ce soit joli, mais que ce soit intense, qu'il y ait une force. C'est toute une vision qui change de l'art au début du XXe siècle. Sur la photo que vous voyez là, il y a aussi cette même vision dans la peinture. On voit Picasso en 1907 qui fait les demoiselles, qui peint les demoiselles d'Avignon. Donc là encore, on n'a plus la représentation des corps comme ils étaient faits avant. Ce n'est plus fidèle. Bien sûr, personne ne ressemble à ça normalement. Et donc il y a une nouveauté encore qui est amenée par Picasso, du point de vue des couleurs également. Donc certains comprennent ça, d'autres ne le comprennent pas parce qu'ils restent bloqués sur le côté joli, beau à voir. En fait, l'art, ce n'est pas que la beauté, c'est autre chose également. Et à droite, on voit le côté également absurde de l'art parfois, avec ces trous de Marcel Duchamp, en 1913, même année que le Sacre du Printemps. Donc pareil, des gens ont été scandalisés en voyant ça, en disant que ce n'est pas de l'art. Et pourtant, Marcel Duchamp a expliqué pourquoi il a fait ça. Et quand on comprend pourquoi, eh bien, ça donne une autre dimension. Mais ça, c'est une autre histoire.